C'est la table ronde de tous les défis, parce qu'elle n'est absolument pas protocolaire. Si on m'avait dit un jour que je prendrais la parole après le ministre de l'Intérieur, je pense que je ne l'aurais pas cru. Donc voilà, mais c'est le plaisir d'être ensemble et de pouvoir célébrer en souhaitant un bon retour à Bruno Retailleau, le 10e anniversaire de la réunification, et de pouvoir vous dire ce que peu d'entre nous osions revendiquer très fort, à haute voix et publiquement, c'est que la belle endormie ne l'est définitivement plus, et que oui, grâce à la dynamique enclenchée autour d'Hervé Morin et notre majorité régionale et l'ensemble des acteurs qui font au quotidien la Normandie, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, et les témoins d'aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas, juste déjà le défi, il est compliqué. Alors voilà, on va essayer de le faire gentiment. Monsieur le député Canet. On a des acteurs de territoire qui font la Normandie au quotidien, et je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui sont avec nous et qui nous accompagnent. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Jeanne Lemoine, injustement repris par le président de région, parce qu'elle vous en parlera, et on reparlera de la taxe Zuckman. Les chefs d'entreprise sont en train de monter au créneau largement auprès des membres du gouvernement et du nouveau Premier ministre pour qu'on évite cette catastrophe économique. Lamri Adoui, le président de l'université de Caen-Normandie, qui est un enseignant-chercheur, qui a été élu en 2020, renouvelé dans ses fonctions en 2024, qui est à nos côtés. Antoine Leveneur, mon ami Antoine Leveneur, que d'aventures parcourues ensemble depuis 2016, président de l'URML, qui évidemment représente les médecins libéraux de Normandie et qui a été aux manettes pour créer, lancer ce qui a configuré en France tout un système sur la démographie médicale et l'accès aux Françaises et aux Français et aux Normands aux soins. Et Jean-Philippe Dupont, ancien directeur régional de la SNCF, puisque vous le savez, l'argent mobilisé par la région Normandie et notre majorité pour désenclaver ce territoire est un investissement sans précédent que nous avons pu engager. Et Christian Sébir, président fondateur du parc historique d'Ornavik, que vous avez pu voir très récemment dans de magnifiques reportages télévision, et qui incarne si bien ce que vient de dire le président Retailleau et le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que la France est riche de ses racines et que de promouvoir une identité forte, c'est aussi une forme de modernité dans la transmission vis-à-vis des générations futures de ce qui fait notre force en France et en Europe depuis la région Normandie. Alors Jeanne, la Normandie, la belle endormie n'est plus endormie. Vous le savez, aujourd'hui, nous avons mobilisé un plan sans précédent. C'est 24 000 entreprises normandes qui ont été soutenues ces 10 dernières années. C'est plus de 800 millions d'euros, presque 1 milliard d'engagés. Quand on sait qu'1 euro engagé par la région Normandie, c'est 6 euros investis pour l'entreprise. Et quand on investit pour l'entreprise, le combat commun qu'on porte avec Jeanne Lemoine, c'est de faire comprendre aux Normandes et aux Normands, quand on voit les manifestations de ces derniers jours, que ce n'est pas le chef d'entreprise que nous soutenons. C'est évidemment l'énergie qu'il déploie pour développer son entreprise, mais c'est l'énergie qu'il déploie pour sauver des emplois, pour les faire décupler quand il peut, et pouvoir permettre à l'investissement productif français et normand de répondre à des enjeux de souveraineté dans nos territoires, dans nos communes et dans nos villes. Et j'adresse un message ici à toutes celles et ceux qui manifestent pour leur pouvoir d'achat. Eh bien, celles et ceux qui permettent aujourd'hui de le créer, de le développer, de le maintenir ou d'être à l'écoute pour faire mieux, eh bien, ce sont les chefs d'entreprise. Jeanne Lemoine, vous présidez un club, mais oui, et la richesse est créée par eux et l'emploi est maintenu par leur engagement du quotidien. Les ETI, les entreprises à taille intermédiaire, c'est une force normande qu'il nous faut déployer et une force française qu'il nous faut décupler. Alors moi, je vais avoir plusieurs questions, Jeanne. C'est quel écho vous avez en Normandie, et quand on préside un club comme celui-là, comment on se fait entendre en France? Bon, parce qu'on est fort, forcément, parce que vous l'êtes.
Et si vous pouvez éclairer l'assistance attentive qui est là ce matin sur la taxe qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire la taxe Zuckman, et éveiller les consciences sur le drame qui peut se produire si Sébastien Lecornu venait à céder à l'appel de la gauche sur cette taxe. Merci pour vos propos et éclaircissements. Oui, tout à l'heure, monsieur. Merci, Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Tout à l'heure, monsieur le ministre parlait de courage. Je crois que là, il en faut dans cette période tout particulièrement, parce que nous sommes tous concernés. C'est ce que je pense aujourd'hui les médias ne traduisent pas dans leurs commentaires, les débats et les soi-disant explications. En fait, cette taxe, ce que peu de gens savent, elle est basée sur les actifs, c'est-à-dire les immeubles, les machines, tout ce qui est considéré comme la richesse d'une entreprise, mais qui fait qu'elle peut se développer, qui fait qu'elle peut créer des emplois et des produits. Donc, à partir de ce moment-là, le calcul fait, c'est vite fait. Quand vous avez des machines et beaucoup de TI dans notre région normande, les très belles ETI qui sont des ETI comme Christophe, des fleurons de notre industrie normande, tous ces fleurons peuvent disparaître parce que cette taxe va être appelée, puisque ça sera le chef d'entreprise qui sera amené à le payer. Donc, il va falloir qu'il, au lieu d'investir, verse des dividendes pour pouvoir payer cette taxe. Et encore, comme les dividendes sont taxés, il va falloir, par exemple, s'il a 1 million de taxes à payer, il va falloir qu'il se verse 2 millions pour pouvoir payer 1 million. Donc, tout cet argent va être non seulement versé à l'État, comme disait tout à l'heure monsieur le président Hervé Morin, on ne va pas vider une poche pour soi-disant remplir une autre, parce qu'on n'en remplira pas une autre. Parce que le problème, ça va être des conséquences sociales en cascade, puisque les investissements n'auront pas lieu. Les entreprises, le président Morin le rappelait tout à l'heure, seront vendues, disparaîtront. Et qu'est-ce qui disparaîtra avec les entreprises ? Les emplois. Donc, qu'est-ce qui se fera qu'il n'y aura plus, de toute façon, le problème du pouvoir d'achat, parce qu'il n'y aura plus de salaire, il n'y aura plus, en effet, de personnes qui pourront créer elles-mêmes leur richesse, acheter leur maison. Donc, ce n'est pas qu'une économie, j'allais dire, de l'économie des entreprises, c'est l'économie d'un pays qui sera fichu en l'air. Et c'est ça dont on ne se rend pas compte. C'est que les conséquences sociales, économiques sont épouvantables, et pas que. C'est le Made in France qui disparaîtra. Parce qu'en effet, on ne sera plus compétitif, puisqu'on sera le seul pays, Hervé Morin le rappelait tout à l'heure, le seul pays à l'adopter. Parce qu'on manque d'imagination, n'est-ce pas ? Donc on va demander à des cerveaux très brillants de nous créer des systèmes extraordinaires, inimaginables, de manque, j'allais dire, de réalisme, parce que c'est ça tout le fond de la question. Et du coup, en effet, on sera plus compétitif. Le Made in France, on est rentré grâce en effet à toutes les actions de la région et des autres régions, on est rentré dans des phases de réindustrialisation. Mais on va en ressortir. On va en ressortir et on va tomber à nouveau dans une phase de désindustrialisation, mais pas que, de destruction de l'économie, de destruction de l'emploi, de destruction donc des salaires, et donc pour chacun des moyens quotidiens pour assurer sa vie, la vie de sa famille, et donc faire vivre, j'allais dire, non seulement une région, mais un pays, notre pays, la France. Merci Jeanne pour cet éclairage qui permet de mieux comprendre les enchaînements économiques. Alors vous le savez, on milite, enfin en tout cas moi je milite pour qu'en France on change complètement de paradigme en matière d'éducation, et c'est qu'il puisse y avoir, quelle que soit la filière que nous ayons choisie pour se former, qu'elle soit générale ou technique, un socle commun d'économie. Parce que c'est juste pas possible qu'aujourd'hui en France on ait toute une jeunesse qui ne sache absolument pas les fondamentaux d'un fonctionnement économique dans un pays aussi complexe que la France, pour sauvegarder justement un modèle social auquel nous tenons, mais qui n'est absolument pas expliqué à toute une génération d'étudiants, d'étudiantes, quel que soit le secteur où ils sont, et que ce soit en enseignement technique et général. On en parle souvent ensemble, et cette culture économique, il faut pouvoir la diffuser plus largement.
Si nous devions revenir et retenir un point, Jeanne, sur l'action de la région Normandie, les chefs d'entreprise sont en permacrise depuis 5 ans. Le Covid, les énergies, les matières premières, la difficulté à recruter, aujourd'hui l'instabilité géopolitique. On sait très bien qu'il faut revoir notre vision du monde parce que malheureusement, la gouvernance mondiale et française a été vue sous le regard de la paix, sauf qu'on a oublié que sur l'histoire d'une frise historique, la paix c'est une parenthèse et qu'on doit s'inscrire, mais oui, mais je pense que tout ça a été largement oublié et que chacun d'entre nous dans nos responsabilités, eh bien, on doit pouvoir raisonner à 360. On a parlé des questions de souveraineté beaucoup ce matin avec le président. Vous êtes une entreprise française, vous avez su résister et vous adapter. En Normandie, on a lancé un fonds souverain, Normandie Participation. Moi, je milite pour qu'avec les chefs d'entreprise, plutôt que de les taxer, on puisse proposer un gagnant-gagnant, c'est-à-dire un fonds souverain sur des objectifs stratégiques, de dire aux plus grandes entreprises françaises, venez avec nous sur des fonds souverains, sur la défense, la sécurité, sur la santé, cher Antoine, sur la question de l'alimentation et bien sûr sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça fait écho au Club des ETI ? Totalement, parce que on sait très bien que en fait, la force, elle est la force du collectif. Le collectif, il est déjà dans l'entreprise, c'est-à-dire une entreprise, et pour moi c'est essentiel, une entreprise c'est d'abord un collectif, c'est-à-dire certes une équipe de direction, mais des collaborateurs. Sans une équipe, ben, on peut pas, seul on peut rien faire. Donc déjà, ça c'est la base. Alors ensuite, le collectif régional, c'est ce qui donne notre force, parce qu'on se sent en effet soutenu, compris, entendu. C'est ça la force, et notamment sur des sujets qui aujourd'hui sont des sujets cruciaux, comme l'intelligence artificielle, parce que alors ça, c'est un sujet majeur, et qu'il faut qu'il reste éthique, encadré, maîtrisé, mais qu'il bénéficie et qu'il soit, j'allais dire, non pas destructeurs d'emplois, comme certains peuvent le croire, mais qui peuvent être créateurs d'emplois. Donc ça, c'est essentiel. Et sur tous les autres sujets, sur l'attractivité, sur l'enseignement, et ça, c'est assez extraordinaire parce que je crois que la région est pilote en la matière. On a des problèmes de recrutement. Et grâce, en effet, aux actions de la région qui a créé les ambassadeurs métiers, on peut faire comprendre ce qu'est l'entreprise à des jeunes, faire des portes ouvertes, ou ouvrir, en effet, aller dans les collèges, faire comprendre ce qu'est une entreprise, qu'elle soit industrielle ou non. Redorer l'image de l'entreprise, il y a longtemps que c'est plus là. Mais il n'y a que nos amis de gauche qui parlent encore de l'entreprise de cette manière-là, puisqu'ils n'y vont jamais. Voilà, et oui, ils ne savent pas. Non, mais pardon, mais dans l'hémicycle, je pose la question aux élus et conseillers régionaux de gauche ou d'Europe Écologie Les Verts, quand on a des assemblées plénières, des commissions permanentes, et qui critiquent le soutien de la région Normandie aux chefs d'entreprise. Parce qu'en gros, on ne devrait pas être là aux côtés de celles et ceux qui créent la richesse et l'emploi. C'est moche pour eux, c'est mal. Et moi, je leur demande, mais depuis quand êtes-vous allés dans une entreprise ? Et depuis quand avez-vous discuté avec des jeunes qui travaillent dans des entreprises industrielles françaises ? Ben là, je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, c'est simple, parce qu'ils n'y vont jamais, et parce qu'ils n'y vont jamais, eh bien, ils ne savent plus de quoi ils parlent. C'est de cette politique-là dont on ne veut plus aujourd'hui, parce que redonner un avenir à la jeunesse normande et française, eh bien, c'est aussi valoriser celles et ceux qui créent l'emploi. Pardon, je m'énerve un peu, mais la démagogie, ça suffit. Tu as raison. Merci beaucoup. Alors, Lamry, on va parler de cette jeunesse normande. Un petit clin d'œil au maire de Caen, puisque, alors moi je suis un pur produit de l'enseignement public et une ancienne élève de l'université de Caen. Alors, j'ai pas fait médecine, pardon, j'ai fait du droit, pardon, comme dirait mon père, tu as fait 5 ans de droit et tout le reste de travers, puisque après je me suis lancée en politique. Lamry, vous êtes l'excellent président de l'université de Caen. On a, avec Hervé Morin et Julie Barenton-Guilas, que je vous demande d'applaudir parce que c'est vraiment un travail d'équipe, la vice-présidente en charge de la région, Paul Miliez, qui nous a beaucoup aidés aujourd'hui, qui a pris de nouvelles responsabilités. On est fiers de toi, Paul.
puisque évidemment, on a fait un choc d'enseignement supérieur et de recherche en région Normandie. Comment vous voulez adresser un message de foi en l'avenir à toute une jeunesse et aux parents qui souhaitent s'installer en région si nous ne sommes pas capables de mobiliser les moyens? Et quand je dis nous, c'est la région Normandie, parce qu'en fait, il a fallu qu'on supplée à un engagement national défaillant. Et on a relevé les manches en bonne intelligence parce qu'on a su travailler avec vous et bâtir un vrai projet d'avenir. Il y avait les urgences et il y avait l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, merci. Alors peut-être je vais structurer mon propos en deux temps. Dans un Bien premier prendre temps, le micro. donc je voudrais dire, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, pourquoi il faut financer l'enseignement supérieur et la recherche, et pourquoi il faut soutenir les universités. C'est quelque chose qui ne va peut-être pas de soi pour tout le monde. Et dans un deuxième temps, je vais donner des exemples extrêmement concrets de ce que la Normandie a soutenu et nous a permis de faire dans le domaine de la formation, de la recherche notamment. Dans le premier cas, pour le fait de savoir pourquoi est-ce qu'il faut soutenir l'enseignement supérieur et la recherche, moi je voudrais pointer trois raisons. La première raison, c'est que vous avez en Normandie aujourd'hui 105 000 étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur, et sur ces 105 000 étudiants, vous en avez 80 000 dans les universités, de Caen, de Rouen et du Havre notamment. Les universités aujourd'hui, elles sont très très loin des schémas caricaturaux qui leur sont parfois faits. Les universités, ce sont des institutions qui travaillent de façon extrêmement proche avec les collectivités territoriales, que je salue, David Marguerite revient à l'instant, avec le monde économique et avec la société civile, avec l'ensemble des partenaires en termes de communication. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que dès lors que vous avez 80 000 étudiants dans vos universités et que vous travaillez avec le monde économique, vous êtes capable d'identifier les compétences dont ces jeunes ont besoin pour demain leur orientation, leur insertion professionnelle. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment très important. Finalement, on porte ensemble une partie de l'avenir de la jeunesse du pays. La deuxième raison, c'est la recherche et l'innovation. Parce que finalement, j'entendais parler à juste raison de compétitivité et de souveraineté tout à l'heure, et on accole très souvent ces termes au monde de l'entreprise, à juste raison, mais il faut quand même savoir que les universités aujourd'hui hébergent 90% de la recherche publique française, et donc qu'à ce titre, on y fait de la recherche, on innove, on transfère les inventions des laboratoires dans la sphère socio-économique, on valorise, et donc on en fait des produits, des usages. Et finalement, ça veut dire qu'on y joue quand même une grande partie aussi de la compétitivité et de la souveraineté du pays. On pourra en reparler. Et puis la troisième raison, c'est finalement le maillage territorial. C'est la question de l'égalité des chances. Il faut qu'on ait, ici en Normandie, des campus universitaires qui sont bien sûr dans les grandes villes, à Caen, à Rouen, au Havre, mais on a aussi une mission d'égalité des chances, on a aussi une mission de maillage territorial, et je dois dire que je salue l'ensemble des partenaires et des élus locaux qui nous accompagnent. À Caen, nous avons des campus à Cherbourg, à Alençon, à Lisieux, à Vire, à Saint-Lô, à Ifs, juste au sud de Caen, en plus des campus cannais. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important si on veut donner une chance à ces territoires, et si on veut aussi diffuser la culture scientifique et technique. On est quand même dans un monde où il y a un déni, j'allais dire, de la science. On est dans un monde où la désinformation est désormais la norme, où ce qu'on dit, on oublie de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, on se demande s'il y a eu un impact. Et donc nous, il nous semble important d'avoir ce rôle d'aller au-devant des populations, de diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, et aussi d'aller au contact des publics, à la fois des jeunes, mais aussi des personnes qui ont envie, par exemple, d'un retour vers l'emploi. Et donc on a besoin pour cela d'être au plus près de ces territoires. Donc voilà au moins de mon point de vue 3 raisons pour lesquelles le choix qui a été fait par la région Normandie et par l'équipe d'Hervé Morin de soutenir l'enseignement supérieur et la recherche sont des choix, à mon avis, extrêmement judicieux. Merci, merci Lamry. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le plan que nous avons bâti, qui est majeur par rapport aux enjeux qui ont été énoncés, évidemment sur la fourniture d'énergie et le nucléaire en région Normandie, la façon dont on a pu travailler et mettre en place énormément de formations à tous les niveaux, comme je vous le disais tout à l'heure, pour relever ce défi? Alors ça, c'est vraiment des choses qu'on a fait ensemble, de temps en temps même sous l'impulsion clairement de la région. Je le dis, parfois ce sont des choses que nous avons accompagnées,
Quelques exemples. Effectivement, le nucléaire, on sait que quand on va sur un territoire aujourd'hui comme le Nord-Cotentin, par exemple, où il y a des grands donneurs d'ordre, où il y a un taux de chômage bas, où il y a des viviers qui sont vides, on a besoin aujourd'hui de reformer des compétences, de reformer des jeunes. Et donc, il y a eu tout un tas d'ouvertures de nouvelles formations, notamment dans le domaine du nucléaire. Et ça, on le fait aussi avec les acteurs économiques. Je vois des représentants de filières aujourd'hui, Normandie Énergie, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on travaille évidemment ensemble. Je pourrais citer, par exemple, les chirurgiens dentistes. Ça, c'est quand même une réussite qui a été obtenue aussi par le président de région, de se battre, de dire pourquoi on a des déserts médicaux chez des chirurgiens dentistes. Et bien, c'est parce qu'on n'a pas de faculté d'odontologie en Normandie. Et donc ça, c'est quand même quelque chose gagné de haute lutte sur la création des facultés d'odontologie de Caen et de Rouen. Et je pourrais citer des tas d'autres exemples, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, où on a discuté beaucoup avec des filières économiques qui nous expliquent que, par exemple, les grands groupes ont les moyens de se payer des compétences dans le domaine, mais quand vous avez une chaîne de valeur, quand vous avez une filière économique, c'est pas seulement le grand groupe qu'il faut arriver à accompagner, c'est tous les sous-traitants derrière, parce que s'il y a une faille finalement dans la chaîne de valeur de la production, ça peut mettre en difficulté l'ensemble de la chaîne. On travaille avec la SNCF en faisant des diplômes d'université pour les conducteurs de train. On travaille avec la Marine nationale également pour former des sous-mariniers. Donc voilà, donc c'est tout un écosystème. Et c'est vrai que sur le nucléaire, sur les chirurgiens dentistes, sur la cybersécurité, on a eu vraiment des relations extrêmement fortes avec la région Normandie qui nous a accompagnés. Merci beaucoup. Un élément de réussite de la réunification. Parce que nous avions un cap et une vision pour la région Normandie et parce que nous l'avions préparé, les amis. Non seulement nous y avions cru, nous l'avions préparé, nous avions un cap et un projet. Et en plus, aujourd'hui, avec 10 années de recul, on est capable de démontrer que nous faisons ce que nous avions dit, que nous allions faire. Et je crois qu'aujourd'hui, dans une grande crise de défiance démocratique, la région Normandie a marqué beaucoup auprès des Normandes et des Normands. Alors Antoine Leveneur et moi, c'est une longue histoire. On a un scoop. Bah si, c'est quand même une grande histoire d'amour. Regarde tout ce qu'on a fait ensemble depuis toutes ces années. Ça suffit, Sophie. Ouais. Voilà, ça a démarré. Il y a beaucoup dans la vie, je crois, aux connexions et aux rencontres. Beaucoup. Je crois aux réunions tard le soir où des médecins passionnés viennent vous voir dans un bureau à Honfleur. Ami Honfleurais, bonjour. Vous disent, voilà, on a une idée pour la démographie médicale, l'accès aux soins, la région Normandie. Alors, ce n'est pas la pire, mais c'était quand même une région ultra frappée. Il faut qu'on change les modèles, il faut qu'on innove. Notre job à nous, ça va être d'aller motiver les médecins libéraux. Votre job à vous, ça va être de pouvoir changer le cadre législatif et de nous aider à changer la loi. Et il se trouve qu'à l'époque, j'ai pu faire la passerelle entre une députée du Calvados et puis après un ministre de la Santé et de pouvoir, quelles que soient les tendances politiques confondues, mettre en place en région Normandie, grâce à ta mobilisation et celle de nous tous, les moyens financiers aussi, une politique en faveur de la démographie médicale. Sachez que ça n'est pas une compétence régionale, pour le coup. C'est un vrai engagement et effort budgétaire qui est la marque d'une volonté au service des Normandes et des Normands, puisque c'est un des sujets numéro 1 aujourd'hui qu'ils évoquent auprès de nous. Et ce n'est pas le maire d'une commune en périphérie rurale qui lutte pour attirer des médecins qui va vous dire le contraire. Alors Antoine. Oui, Sophie, merci. Bonjour à vous tous. Oui, ça fait un moment. Je pense que ça date de 2006, en fait, notre histoire 2006, commune. Ouais. Oui. Tout ça pour dire que, finalement, en tant que président de l'Union régionale des médecins libéraux, on avait alerté, on allait aller dans le mur en termes de démographie, d'accès aux soins. Et on avait assez vite compris qu'il fallait franchement... les médecins libéraux ne pouvaient pas rester tout seuls pour relever le défi. Il fallait deux choses. Que les médecins libéraux s'engagent sur un territoire en pluriprofessionnel, ce qui était assez révolutionnaire quand même à l'époque. C'est-à-dire que les médecins libéraux tout seuls ne pouvaient pas garantir un parcours de soins satisfaisant pour les patients. Il fallait bosser avec les infirmières, les pharmaciens, les kinés, ainsi de suite. Et donc ça, c'était révolutionnaire un peu à l'époque. L'autre aspect révolutionnaire, Sophie, c'était effectivement d'aller voir les élus,
parce que moi je disais depuis le départ qu'il n'y a pas d'aménagement de territoire valable s'il n'y a pas d'accès aux soins sur le territoire. Mais à l'époque, ce n'était pas entendu comme ça par tous les élus forcément, hein. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient surtout pas mettre le doigt là-dedans, les difficultés à venir, alors qu'ils pouvaient financer ce qu'on appelait nous des cages à lapins vides, hein. C'est-à-dire que on peut toujours se faire une bourre avec la commune d'à côté ou la communauté de communes d'à côté pour avoir le plus beau palace médical, mais s'il n'y a personne à mettre dedans, c'était n'importe quoi. Et c'est ça qui a motivé finalement l'engagement de l'Union régionale des médecins libéraux. Alors on a relevé un peu le défi quand même, mais on a été... il y a un mot qui me paraît important aujourd'hui, notamment dans le cadre d'une société qui peut apparaître un peu bloquée, c'est d'être innovant, l'innovation. Eh bien, l'innovation en matière d'accès aux soins, on a été globalement précurseur en France. Ça a été toute la politique des pôles de santé libéraux et ambulatoires qui est après passée par des dispositions législatives sous le thème de maisons de santé pluridisciplinaires, MSP. Mais finalement, le concept était le même et on l'avait écrit ici en Normandie. Et puis, je pourrais décliner plein d'exemples, peut-être qu'on prendra une seconde pour le faire après. Ce que je veux dire ici solennellement, c'est que la région Normandie est unique en France. C'est la seule région. J'ai été président de la conférence nationale des présidents d'union régionale pendant 4 ans, et donc je voyais bien ce qui se passait ailleurs. La région Normandie est la seule région en France qui a accompagné l'innovation en matière d'accès aux soins, la restructuration territoriale de l'exercice médical et pluriprofessionnel. Et ça, il n'y a aucune autre région. Tout ça dans le cadre d'une charte régionale qu'on a co-signée ensemble, et l'URML et la région Normandie. Il y a 3 piliers dans cette charte régionale. L'État avec l'Agence régionale de santé, la région Normandie, avec Hervé en tête, mais je n'oublie pas Julie Barenton et Paul Miliez, avec qui on bosse quand même très régulièrement, et merci de votre engagement à nos côtés. Et puis bien sûr, les médecins libéraux. Tout ça pour dire qu'on a été innovant à la fois dans le concept de la restructuration territoriale à travers les pôles et les maisons de santé, et on a été innovant parce que tout seul, nous, médecins libéraux, on ne pouvait pas redresser la ligne qui était devant nous. Et donc, grâce à l'engagement de la région, et d'autres aussi, hein, les départements, ainsi de suite, mais la région était le fer de lance avec nous pour avancer dans cette restructuration qui était indispensable. Voilà, ça c'était innovant. Quand on est dans une situation bloquée, il faut faire autrement, il faut innover, et on a innové. Je pourrais citer plein d'exemples dans le cadre de l'accès aux soins sur les territoires. Alors tout n'est pas rose en Normandie, hein, loin de là, hein. Le département de l'Eure, c'est quand même compliqué. Le département de l'Orne, ça reste compliqué, bien évidemment. Mais globalement, s'il n'y avait pas eu cet effort de fait, alors il n'y aurait plus que du sable en matière d'accès aux soins sur ces territoires-là. Donc ça, c'était foutument important que de gagner ce pari, de relever le défi. Et merci Hervé, merci Julie, merci Paul, c'était fondamental. J'oublie pas aussi Guy Lefranc qui, au départ, était je ne sais pas s'il est là, Guy, je sais. Il était là. Bon, tant pis pour lui. Merci de souligner ce super partenariat. Oui. Je rappelle pour nos amis que c'est un plan régional dédié à la santé sans précédent, hein, puisque dans les 7 prochaines années jusqu'à 2030, la région Normandie devrait mobiliser 920 millions d'euros. C'est-à-dire que vous le voyez bien, chers amis, l'acte de décentralisation attendu, il est non seulement attendu parce qu'il permet de trouver des solutions concrètes, mais il est aussi simple, c'est-à-dire que celles et ceux qui ont l'argent directement pour trouver des solutions pragmatiques au service de nos concitoyens et concitoyennes, eh bien, ce sont les collectivités territoriales qui savent le mobiliser à un moment où l'argent public pour sauver les hôpitaux, investir dans les hôpitaux de proximité, ce que fait sous l'impulsion d'Hervé Morin notre majorité, eh bien, est au rendez-vous des préoccupations des Françaises et des Français. On ne reviendra pas sur toutes les formations, on vous le dit depuis 3 ans, mais que ce soit de vos oreilles, en passant par le suivi dentaire, en passant par l'ophtalmologie, chacun des moyens est mobilisé aujourd'hui. Merci à toi, Antoine, pour ta belle dynamique. Et je voudrais dire un petit mot, si tu me permets. Vas-y. Je souhaite qu'ensemble, on organise un changement de vision auprès des ARS. J'aimerais que les maires
soit associé à la refonte des cartes sur le zonage de la démographie médicale, parce que c'est quand même hallucinant de voir que entre l'ARS, l'ordre des médecins et la réalité du terrain, il y a encore des plaques qui apparaissent existantes et qui font sauter une zone en termes de zone de sous-densité médicale, et que je crois que là, on pourrait gagner encore en proximité, au minimum, avec une consultation finale. Voilà, cher ami. Oui, tu as raison, Sophie. Mais là, on se heurte encore à cette énorme machine administrative qui génère pas mal de conneries quand même tout au long de nos vies, à chacun d'entre nous et tout ça. Mais c'est vrai que, du reste, on ne va pas trop se plaindre ici, puisque les deux moteurs de cette rénovation de l'accès aux soins dans le cadre de la charte régionale, c'est la région et c'est l'Union régionale des médecins libéraux. C'est donc la proximité qui est gagnante. Sans les élus, je l'ai expliqué, on ne peut rien faire. Et sans les professionnels, vous ne pouvez rien faire non plus. Et donc, c'est la conjonction des deux qui marche. L'ARS doit être facilitatrice, point barre. C'est ça qu'on lui demande. Et pas inhibitrice. Merci. Alors, ce que vous ne dites pas, Antoine, c'est qu'il a mis aussi la permanence des soins, la régulation, les points info, les points de permanence de soins dans des territoires éloignés, tout ça. Oui, juste un mot pour dire qu'on a été innovant. On a été la première région de France à créer le concept de médicobus. Alors, on a beaucoup disserté là-dessus. Pardon ? Ça marche très bien, ça marche tellement bien que c'est devenu une disposition nationale maintenant, et chaque département de France doit avoir des médicobus, et ainsi de suite. On a commencé dans l'Orne, souviens-toi Hervé, sur le territoire de l'Orne-Est. On a fait des petits après un peu partout, notamment à Évreux, mais Guy est parti, donc tant pis pour lui. Et puis... David Marguerite, dans le Cotentin, je crois que le premier coup de clé va avoir lieu la semaine prochaine, voilà. Et puis dans le Calvados, et puis en Seine-Maritime, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'était des dispositifs qui n'existaient pas jusqu'alors et qui sont récents finalement quand même dans l'histoire de l'accès aux soins. Le médicobus, ça marche très bien, et on est même un peu là où il n'y a pas de médecin, c'est bien d'amener des médecins, qui sont les bras dont on se sert. C'est des jeunes retraités. Et là aussi, il fallait être un peu innovant. Il fallait leur donner l'envie de donner un coup de main et d'être solidaire. C'était ça qui nous intéressait. Ils le font. Mais on pourrait citer aussi tout ce qui est téléconsultation, augmenté, assisté. Enfin, je ne vais pas détailler ici. Tout ce qui est cabine d'ophtalmologie, notamment dans l'Eure, par exemple. Mais aussi, alors ça a été évoqué, les fauteuils dentaires que la région a contribué à financer et à développer. Je ne parle pas de la formation initiale avec les 2 facs de dentaire, donc sur Caen et Rouen. Enfin bref, on voit bien qu'ici, on a une terre d'innovation quand même. On est, pour peu qu'il y ait une rencontre élus et professionnels ou élus et acteurs de terrain, on gagne, quoi, voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et l'État, l'ARS en l'occurrence, doit être un facilitateur. Et le scandale, c'est que l'État, à travers les ARS, c'est souvent inhibiteur, quoi. Voilà, c'est quand même casse-pied, quoi. Il faut libérer les bonnes volontés et les énergies. Je pourrais continuer longtemps. Ouais, en tout cas, merci à la région. Je rappelle que c'est la seule région de France qui s'y colle. Je n'ai pas parlé du Ségur encore. C'est pas la peine. Tu n'as pas envie que j'en parle. Bon, le Ségur de la santé, j'aurais eu pas mal de choses à dire, mais j'arrête là. Tout le monde aura bien compris que c'est un plan d'engagement d'investissement sans précédent qu'une région porte, avec des objectifs ciblés sur vos infrastructures de santé en proximité. Et merci d'en parler autour de vous, parce qu'on a encore besoin de savoir tout ce que nous portons comme politique publique favorable au service des habitants. Alors le train, Monsieur Dupont, ça fait quoi d'avoir un président un peu fou qui, tout d'un coup, il y a 10 ans, vous dit, ouais. Alors c'est vous, en fait, le responsable. Mais non, vous nous coûtez une caisse. Non. Voilà, alors... Non, la responsabilité, c'est Hervé Morin. Oui, c'est bien ça. C'est lui, quand même, qui a pris le taureau par les cornes et qui a décidé de mobiliser des investissements majeurs en région pour redonner à la mobilité ferroviaire des titres de noblesse perdus. Ouais, ça se passe comment quand on est en responsabilité ? Je crois même plus que ça. Parce que la situation, il y a 10 ans, on était en pleine crise des trains du système ferroviaire normand. Et cette crise était due au désengagement de l'État, on en parlait, depuis les turbotrains, n'avait absolument laissé tomber les trains normands. Et les intercités, les rames et les locomotives dataient de 30 ou 40 ans.
Les infrastructures n'avaient pas changé, y compris à Paris-Saint-Lazare. Et la seule réponse à cette crise, on pourrait développer la crise de production, des trains supprimés, des trains toujours en retard. Et les raisons essentielles étaient l'absence, le désengagement de l'État dans les rames et dans les infrastructures. La seule réponse à ça que les services de l'État voulaient apporter, c'était la suppression ou la réduction du nombre de trains. Puisque David Marguerite est là, l'exemple typique, c'était Paris-Caen-Cherbourg. Il y avait 7 allers-retours, et moi, ma feuille de route, c'était de diminuer. C'était de passer de 7 à 5 en 2 ans, et ensuite d'arrêter les trains à Caen et de les remplacer par des autocars entre Caen et Cherbourg. Voilà, pour l'attractivité du Cotentin, c'est super. Oui, c'était Voilà. magnifique. Et donc, c'était ça la situation. Je ne développerai pas sur les autres axes, mais c'était Donc pareil. vous êtes rentré en résistance, vous, en fait, Pas du tout, pas du en tout. répondant à l'appel du président Morin pour le ferroviaire. Non, mais Si, vous faites partie de ce qu'on attend, c'est-à-dire de celles et ceux qui portent un changement de paradigme dans la manière dont on bâtit des politiques publiques. oui, enfin, tout directeur régional Vous avez doit du, défendre vous avez son eu du territoire. courage Non, le courage, c'est le président Hervé Morin qui l'a eu. quand même. Parce que à cette époque-là, il y avait aussi une balkanisation du ferroviaire en Normandie. Il y avait deux régions qui étaient petites. Et en face d'elles, il y avait effectivement l'État avec ses trains intercités qui voulait se désengager. Et puis une région assez forte quand même, qui est la région Île-de-France, et qui trouvait ça pas mal que les trains normands ils disparaissent ou bien ils s'arrêtent à Mantes ou à la Défense. On les regarde toujours d'un coin de l'œil. Et les seuls défenseurs des trains normands, ça ne pouvait être que les Normands eux-mêmes. Mais il fallait. Et donc la réunification, ça a donné lieu au fait qu'il y ait une région qui ait une vision globale sur l'ensemble des trains normands et l'ensemble des trains intercités. Mais il fallait quand même le courage du président de la région pour prendre en main et pour prendre la responsabilité d'un système ferroviaire qui était en crise. Et voilà, et ça, moi, je reconnais que c'était très courageux, et je ne sais pas si beaucoup d'hommes politiques auraient eu ce courage-là. Et Ouais. à partir de là, effectivement, on est passé d'une logique récessive à une logique de développement. On a arrêté de passer de 7 à 5 allers-retours sur Cherbourg, mais on a plutôt eu un programme où on s'est dit comment on peut développer, comment on peut améliorer l'accessibilité des territoires pour améliorer l'attractivité. Donc on a fait des grandes études, etc. Et puis surtout, grâce à l'engagement personnel, je répète, d'Hervé Morin, il y a eu une négociation avec l'État pour renouveler l'ensemble du matériel intercité. Je passe les détails techniques, mais c'était du matériel qui n'était pas réversible, etc. C'était très compliqué. Donc pour avoir un matériel nouveau, un matériel réversible qui faisait un train normand pouvait arriver en gare de Paris-Saint-Lazare et repartir sans passer par la case Clichy et avec toutes les problématiques de la saturation de la gare. On a construit des ateliers de maintenance en Normandie pour que la maintenance de ces trains ne soit plus faite à Clichy, mais soit faite en Normandie. Il y a eu et tout ça, ça a porté ses fruits, mais ça prend du temps. Et l'engagement d'Hervé Morin, il a été sur la négociation avec l'État pour l'achat des rames, il a été avec le constructeur, je ne sais pas si vous en souvenez, et c'était compliqué parce que les constructeurs de rames, en général, voilà, ça prend du retard tout le temps parce qu'ils sont en situation de monopole. Il a agi aussi auprès de l'ensemble des services parisiens ou des services centraux, y compris l'Île-de-France, en négociant l'arrivée des trains normands en gare de Paris-Saint-Lazare avec l'Île-de-France, et ce n'était pas facile. On a négocié pour que, par exemple, si les trains de Paris-Grandville arrivent en gare de Paris-Montparnasse, il a négocié un certain nombre de projets d'infrastructure qui vont avoir lieu. Et puis, peut-être surtout, il a donné son temps pour motiver, parce que ce qui a été dit tout à l'heure, et je pense que c'est important, comment redonner aux gens l'envie et la motivation. C'est sur des projets de proximité, il faut incarner un certain nombre de projets. Et les gens et les personnels de la SNCF, ils étaient démotivés il y a 10 ans par un État qui les laissait tomber, par du matériel qui était... Quand on n'investit pas, d'où le titre. Et après, y compris dans les ateliers, Hervé Morin s'est déplacé dans les ateliers de la SNCF, sur les chantiers. Si je fais que des gens, et j'entendais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a toute une partie syndicaliste qui pense que si c'est abandonné par l'État, c'est mauvais et qu'il faut que l'État paye, grosso modo. Là, c'est la région qui a repris en main, et ça a été un projet régional, et je pense que c'est maintenant, et on l'a vu au niveau social, les équipes qui étaient démotivées, qui étaient fatiguées avec du matériel qui ne marchait plus, eh ben, elles sont revues motivées, et elles ont été sur le projet normand. Et elles sont fières de porter ce projet normand. Merci. Voilà. Merci, Monsieur Dupont. En quelques chiffres, le volontarisme politique, la proximité et le respect de celles et ceux qui travaillent.
Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres à retenir, grâce aux efforts considérables de la région, le taux de ponctualité, merci Hervé, parce qu'on a moins de SMS le dimanche matin et le week-end, on a moins de photos avec des gens avec des emojis rouges, avec des petits diables qui sortent, je suis sur la voie, etc. Taux de ponctualité à 5 minutes, plus de 93% des trains contre 89% en 2019. Taux de satisfaction des voyageurs, 95% fin 2024. Nous avons augmenté l'offre ferroviaire, c'est-à-dire les possibilités de se déplacer de 10% entre 2019 et 2025. Et la fréquentation de nos trains, et je pense que ça c'est le meilleur indicateur, parce que finalement, évidemment, c'est le normand ou le touriste ou l'usager qui donne le tempo, eh bien c'est une hausse de 20% entre 2019 et 2024 de la fréquentation de nos trains, qui sera confirmée, je pense, dans l'année qui vient. Alors, merci Hervé pour cet engagement sans faille. On sait où l'argent des contribuables est utilisé. Et je pense que contrairement à ce qu'on attend aujourd'hui, ce n'est pas le consentement à l'impôt, c'est le consentement à la dépense publique quand il sert quotidiennement nos concitoyens. Merci pour cette belle démonstration. Alors, on va terminer presque en chanson sur ce 10e anniversaire d'une belle endormie qu'il n'est plus, une Normandie conquérante plus que jamais, avec tout le symbole que nous avons évoqué ce matin avec le président Hervé Morin et Bruno Retailleau. Ornavik, un lieu extraordinaire qui symbolise à la fois les racines, le patrimoine, la transmission entre les générations de ce qu'est un territoire riche de ses valeurs. La Normandie, c'est une région monde. La Normandie, c'est une région de paix. La Normandie a bâti le droit. La Normandie est une terre politique et géopolitique. Et la Normandie sait aujourd'hui transmettre tout ça dans des lieux emblématiques. Et à l'approche du millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant, cher Christian, parle-nous d'Ornavik. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Ornavik, qui est allé à Ornavik, s'il vous plaît? Vous levez la main. Ça me donne vraiment beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ornavik, c'est un projet qui a commencé en 2009 par la création d'une association. Non. Je ne vais pas cafeter. Pas de dénonciation, Monsieur le Président. Ça a commencé en 2009 par la création d'une association. L'idée était simple, c'était de démontrer que 1000 ans après, les Normands étaient toujours conquérants. Avec le président qu'on avait, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, reconstruire la Normandie médiévale, c'était un projet complètement fou, puisque nous ne voulions pas de subvention. Quand je dis démontrer que 1000 ans après, les Normands étaient conquérants, ce n'est pas du blablabla, c'était vraiment une vraie volonté. C'était les personnes physiques dans cette association devaient construire un parc de 10 hectares, et un parc qui est composé de 3 espaces, un espace carolingien, un espace scandinave viking et un espace ducal. Et bien évidemment, on a une centaine de bénévoles maintenant depuis 15 ans. Il fallait financer ce projet avec des entreprises partenaires. On a très exactement 85 aujourd'hui entreprises partenaires fidèles. Il fallait également faire des chantiers d'insertion. C'était très important pour nous. On est sur la ville d'Hérouville-Saint-Clair, une ville qui est ville de périphérie, mais qui est quand même atteinte. Et donc, il était très important de pouvoir donner la possibilité à des jeunes, surtout, de se réinsérer, de s'insérer ou de se réinsérer pour aller, si possible, vers une formation. Ça a été des centaines de jeunes qui sont passés sur ce parc et on continue, bien évidemment. C'est également 18 services civiques par an. Donc on est arrivé à 150 services civiques depuis que nous avons commencé à proposer cette possibilité. Et puis, enfin, c'est des scientifiques, parce que sans les scientifiques, cela n'avait aucune valeur. Souvent, on me disait, tu vas faire un petit Puy du Fou. Non, avec tout bien sûr, l'admiration que j'ai pour la réussite du Puy du Fou. Mais non, le Puy du Fou, c'est un parc d'attractions. Le parc Ornavik, c'est vraiment une immersion au Moyen-Âge, à l'époque de Rollon jusqu'à Guillaume le Conquérant. Si vous venez nous visiter ou si vous regardez la télévision, il y a 15 jours, on était avec Stéphane Bern et Laurent Deutsch à 21h. Donc, mais il y a quasiment maintenant une émission par an à heure de grande écoute, ce qui donne l'intérêt des Normands et de ce qu'on a pu faire depuis 15 ans, grâce bien évidemment à la région.
c'est ça, Ornavik. C'est une idée folle qui permet aux visiteurs, aujourd'hui nous sommes à 27 000 visiteurs, c'est ce qui permet à des visiteurs de venir se mettre en immersion au Moyen-Âge, puisque les bénévoles, quand vous venez nous visiter, eh bien, le paysan, il travaille dans les champs, le maçon actuellement construit une église, le charpentier travaille sur tout son travail du bois, etc., etc. Donc, quand vous venez nous visiter, eh bien, vous êtes vraiment au Moyen-Âge. Voilà. Ce qui devient intéressant depuis le 27, vu le succès touristique, eh bien, ça a été de proposer de faire avec un bâtiment d'accueil, que ce bâtiment d'accueil soit assez grand pour accueillir le premier centre d'interprétation viking, donc pour toute l'Europe du Sud. Un centre d'interprétation, c'est quoi? C'est un musée sans collection. Si on n'a pas de collection, comme on n'a pas retrouvé en Normandie de mobilier, d'artefacts, on ne pouvait pas les exposer et puis raconter l'histoire de cela, eh bien, l'idée a été de faire un centre d'interprétation, c'est-à-dire qu'on travaille à l'envers, on prend des objets de reconstitution et puis on raconte la grande histoire. Bien évidemment, tout ça, c'est très scientifique. C'est 1000 mètres carrés de musée. Les travaux de ce musée ont commencé au mois de janvier dernier, au mois de janvier de cette année, pardon, et vont être terminés normalement dans 1 an et 1 mois. Pour l'instant, on tient les délais. Ce bâtiment aura également des salles pédagogiques parce qu'on a de plus en plus d'écoles. Et moi, c'est mon grand rêve, quand j'en parle avec le président, c'est que les Normands, objectivement, aujourd'hui, on connaît mal notre histoire. On sait que Guillaume, il existe, mais quel est le rapport entre les Vikings, Roland et puis Guillaume? Ce n'est pas toujours très précis. On sait qu'on est en Sicile. Pour beaucoup, ce n'est pas toujours très clair non plus, alors qu'on a une influence absolument incroyable dans cette île de Sicile et surtout dans le sud de l'Italie également. Antioche, j'en parle moins parce que malheureusement, c'est dans une zone aujourd'hui qui est très perturbée, mais la principauté d'Antioche a été extraordinaire. On a une culture normande incroyable, mais qu'on ne connaît pas assez. Donc c'est ça l'idée d'Ornavik, et que les élèves puissent passer au moins une fois, ça c'est mon rêve, j'ai un rêve, et qu'ils puissent passer au moins une fois sur Ornavik pour pouvoir découvrir cette histoire, et ça serait extraordinaire. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Christian. Merci. Vous le savez, oui. C'est juste, je voudrais juste... Non, mais j'ai pas fini, je devais te poser des questions. Hein. Pardon. C'est pas pour te... De toute façon, je crois que le poulet n'est pas encore cuit. Mais d'abord, merci pour la passion avec laquelle tu défends le site. Et c'est formidable d'avoir des acteurs qui sont pleinement engagés avec nous dans ce que nous bâtissons autour du projet Guillaume. Puisque nous allons organiser un événement d'envergure européenne avec une programmation culturelle, patrimoniale, événementielle, touristique en 2027. Vous pouvez participer à cette aventure quand vous êtes responsable associatif, maire d'une commune, puisque des appels à projets sont aujourd'hui lancés et que nous souhaitons, avec Hervé Morin, lancer cette belle dynamique populaire autour de Guillaume, et ça passe par l'engagement d'acteurs comme toi. Vous pouvez aussi être des donateurs, je le dis entre guillemets, si certains veulent s'engager à nos côtés. Ornavik, le nom d'Ornavik, pourquoi Ornavik? Ornavik, c'est très simple. Vik, en langue norroise, donc en langue scandinave au Xe siècle, ça voulait dire la baie. Donc la baie de l'Orne, on est sur le bord de l'Orne, à côté du canal, on est sur le bord du canal, on touche le canal et l'Orne. Donc la baie de l'Orne, en norrois, on aurait dit Ornavik. Et c'est grâce à une universitaire, bien évidemment, auprès duquel je m'étais rapproché, qu'on a pu... Oui, c'était les sources. Mais oui, moi, ce que je voulais quand même, c'était un tout petit mot pour dire qu'un projet comme celui-là, quand je suis allé vous voir, Monsieur le Président, cher Hervé, on ne se connaissait pas. Et j'ai trouvé ça incroyable de nous écouter, parce qu'on était, enfin, bref... moi, je suis un autodidacte, je suis rien. On a fait ça avec des centaines d'autres bénévoles. On est plein de bonne volonté. On avait réussi, c'est vrai, depuis 6 ou 7 ans, le modèle économique parce qu'on est dans la culture, mais je vous fais remarquer quand même qu'en fonctionnement, on autofinance 100% de nos fonctionnements. Alors, pour ceux qui gèrent des associations aujourd'hui, je crois que ça vous permet d'avoir une petite idée. Et donc, quand je suis allé voir le président, je me rappellerai toujours, c'était sous le bois.
où je vous ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on avance, parce que Joël est encore là, non? Tout le monde il y avait plein d'élus qui étaient prêts à partir, mais il fallait le petit coup de pouce. Et là, ça a été grâce à vous. Et je trouve ça génial d'écouter le monde simple comme ça, le monde si. Et surtout de nous accompagner, d'avoir permis de décider tout le monde, puisqu'aujourd'hui, c'est à la fois l'Europe, tout le monde participe. Et je tiens à préciser que quand on est dans une commune comme Hérouville-Saint-Clair, et pas que, c'est quand on vote pour Ornavic, à la fois l'opposition, c'est 100% des gens qui votent pour Ornavic. Et ça, c'est quand même extrêmement fort aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bravo et merci. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir pris le temps pour cette table ronde. Oui. Je voulais dire tout le bien que je pense de toi, mais tant pis. Non, je voudrais juste, pardon, d'abord parce que le transfert de Bruno Retailleau avant ou après a bouleversé un peu cette table ronde où on avait 5 belles figures normandes. Leur dire vraiment merci en votre nom à tous parce que c'est pas un hasard. Jean-Philippe Dupont, en fait, c'est lui qui m'a dit si vous ne prenez pas en main le réseau ferroviaire, l'État vous abandonnera complètement. C'était avant les élections régionales, dans un bureau sinistre à la gare Saint-Lazare, je m'en souviens encore. Et il m'a expliqué qu'un jour, les trains normands s'arrêteraient à Mantes-la-Jolie et que le train normand s'arrêterait à Caen. Et donc, c'est lui qui nous a dit, soit vous prenez ça en main, soit sinon c'est mort. Bon. Donc, après, il m'a fait beaucoup souffrir parce qu'en fait, on a beaucoup investi. Donc, on a commencé à annoncer que ça allait mieux aller et ça n'allait pas mieux. Donc, on recevait des centaines de mails d'insultes, de textos. Et à chaque fois, ça tombe au moment des vacances. Donc, j'ai passé mes journées à répondre aux gens. Aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est un engagement financier qui a été gigantesque, mais qui porte ses fruits, comme l'a dit Sophie, parce que 21% d'augmentation des clients, ça nous a permis tout de même de mettre 70 trains supplémentaires en service cette année sans que ça coûte 1 centime aux contribuables, uniquement par les recettes que nous avons générées en plus. Donc, Jean-Philippe, merci. Antoine, je le connais depuis très longtemps. C'est une vieille famille canaise. Et on a fait un boulot assez exceptionnel sur un sujet où normalement nous n'avons aucune compétence, qui est la question de la santé. Mais il nous semblait impossible de laisser la région dans un tel état de désarroi. Alors, Dieu sait que ce n'est pas réglé pour autant. Les gens se plaignent encore énormément. Avoir une consultation, un rendez-vous, c'est terrible. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que mon médecin traitant, c'était Antoine. Donc, je l'appelais, il m'envoyait une machin. Mais je n'avais pas de médecin traitant. Et je dis un jour à Antoine, je dis, écoute, je n'ai pas de médecin traitant. Dieu merci, je suis rarement malade. Mais je suis très hypocondriaque. Donc, dès que j'ai un moindre truc de travers, il faut que j'ai une réponse. Donc, on a vraiment porté toute une série d'initiatives. Et je suis super fier quand, par exemple, sur les médicobus, on a inventé ça ensemble. Et maintenant, après, on a des ministres de la Santé qui ont dit, écoutez, on va faire des médicobus sur toute la France. À l'origine, c'est venu, ça a commencé chez nous. Et on a fait quand même les 2 facs de dentaire, etc., etc. Donc, des choses qu'on a bâties. Donc, ça me permet de venir avec le 3e. Je vous le dis, on a un président d'université à Caen exceptionnel. Lamri Adoui fait un boulot extraordinaire. Il est très à l'écoute de la région sur toutes les formations. Et je prends juste un exemple. La SNCF a dit dernièrement, on a un problème, il faudrait qu'on arrive à former des conducteurs de train. Eh bien, la fac de Caen a dit, OK, je suis d'accord, je vais vous former vos conducteurs de train. Et donc, on a affaire à un président d'université qui n'est pas enfermé sur lui-même, mais qui, au contraire, participe à chaque fois qu'il le peut au projet d'intérêt régional, quel qu'il soit. Et on a fait vraiment de très belles choses. Sachez qu'à l'université de Caen, vous avez le sommet en matière de recherche, notamment sur tout ce qui est le matériau, le nucléaire. Nous sommes allés voir les dirigeants d'EDF il n'y a pas très longtemps. Et Xavier Ursa, qui est la grande figure du nucléaire chez EDF, était lui-même étonné par la diversité des formations, des propositions scientifiques. Et aujourd'hui, l'Université de Caen est l'université phare en matière d'énergie, non pas à l'échelle française, mais à l'échelle européenne, puisque l'Université de Caen a bâti un réseau. Donc, vraiment, merci 1000 fois, Lamri, pour tout ce qu'on fait avec vous.
Alors, Jeanne, c'est la championne des cotons-tiges, le groupe Lemoine. Alors, moi, je pense à Jeanne à chaque fois que je vois des cotons-tiges à la maison. Parce qu'un jour, je suis allé visiter son entreprise et elle m'a offert un sac entier de coton-tiges. Et donc, je n'ai jamais racheté de coton-tiges depuis cette date, tellement j'en ai. Bon, voilà, magnifique ETI. Et Jeanne s'est beaucoup engagée avec la région, notamment avec le club des ETI normandes. Et on a là une magnifique entreprise se développant. Votre fils qui est en train de prendre la main, qui a pris la présidence du MEDEF de l'Orne, et qui est remarquable. Et donc là, on a une personne qui crée le collectif normand dont parlait Bruno, c'est-à-dire à partir du drapeau normand, eh bien, on porte une ambition normande avec les entreprises de Normandie. Et donc, Jeanne, merci mille fois. Elle vient encore d'assurer des investissements et des développements dans la ville d'Argentan. On n'a pas payé, mais c'est très bien. Donc, voilà. Et puis, Christian, il est le symbole de ce qu'on veut faire. Toujours porter la fierté d'être normand. Faire en sorte qu'on cultive cette identité exceptionnelle pour en faire un facteur de promotion. Et je dis aux Canets qui sont là, Caen a une chance incroyable en matière touristique, et donc les Normands ont une chance incroyable en matière touristique, c'est que dans le même temps, il y a eu la restauration du château de Caen, qui était vraiment sinistre. L'intérieur du château, ça ne vous donnait aucune envie d'aller visiter. Allez visiter le château de Caen maintenant. C'est un lieu magique. On a mis 12 millions d'euros, nous, pour aider la ville de Caen pour ça. Mais il y a donc le château de Caen. Il y a Ornavik qui va devenir un des hauts lieux du tourisme médiéval. Il faut aller voir ça. C'est incroyable de voir des personnes qui travaillent durant la semaine et qui, le week-end, se remettent dans la tenue médiévale pour construire, par exemple, l'église. Et puis, vous aurez bientôt à Caen Gandur, le musée Gandur, qui va être une des plus belles collections au monde privé qui est donnée par ce milliardaire suisse. Et on a gagné face à des grandes villes qui étaient candidates. Et donc, quand vous y ajoutez le mémorial, les plages du débarquement, on est en train, grâce à ces 3 initiatives, d'en faire un vecteur de développement touristique extrêmement important, dont Ornavik sera un des piliers. Donc, merci à vous 5, parce que vraiment, vous êtes top. Voilà. Et puis, pardon, et merci à Sophie et aux conseillers régionaux qui font un boulot formidable. On adore ce qu'on fait, ça nous passionne, et on se dit qu'on arrive à être un peu utile dans un monde où, en général, on considère que le politique a une utilité marginale très faible. Eh bien, on essaie de faire l'inverse, et grâce à des personnes comme Sophie qui sont très engagées. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, et maintenant, on peut aller boire. Merci beaucoup.